Imagine un monde où les gens boivent du sang de serpent, se roulent dans la neige glacée, avalent des parasites vivants ou récitent des prières pour soigner une fracture. Et tout cela, sincèrement, dans l'espoir de vivre plus longtemps. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Première méthode, la thérapie par les abeilles ou apithérapie. Depuis des millénaires, des civilisations aux quatre coins du globe ont utilisé les abeilles non pas uniquement pour leur miel, mais comme outil médical à part entière. En Chine ancienne, en Égypte, en Grèce, les textes historiques mentionnent tous l'usage du venin d'abeille pour traiter des douleurs articulaires, des maladies de peau, voire des paralysies. Aujourd'hui encore, dans des pays comme la Corée du Sud, la Roumanie, la Russie ou l'Égypte, des milliers de personnes se soumettent volontairement à des piqûres d'abeilles ciblées, précisément placées sur des points d'acupuncture. Le principe est simple. Le venin contient de la mélitine, une substance anti-inflammatoire puissante. Des études préliminaires ont montré des effets positifs sur des patients atteints de sclérose en plaques et de polyarthrite rhumatoïde. Mais voilà, la frontière entre traitement et danger est mince. Chaque année, des personnes meurent de choc anaphylactique après une séance d'apithérapie non encadrée. Les médecins occidentaux restent très prudents. Et pourtant, les adeptes continuent, convaincus que la douleur de la piqûre vaut bien les bénéfices ressentis. Et cela devient encore plus intéressant. Deuxième méthode, le bain de forêt japonais ou Shinrin-yoku. Au Japon, dans les années 80, le gouvernement a officiellement reconnu une pratique qui existait depuis des siècles dans la culture populaire. Se promener lentement en forêt, respirer profondément, toucher les arbres, écouter les oiseaux. Ils ont nommé cela Shinrin-yoku, ce qui se traduit littéralement par bain de forêt. L'idée semble simple, presque banale, mais les recherches menées depuis lors sont étonnantes. Des études conduites par des universités japonaises ont montré que 2 heures passées dans une forêt réduit significativement le taux de cortisol, l'hormone du stress, abaisse la pression artérielle, renforce le système immunitaire et augmente le nombre de cellules NK, ces cellules tueuses naturelles qui combattent les virus et les tumeurs. Les arbres libèrent des phytoncides, des composés chimiques volatiles, et ce sont ces substances que nous inhalons en forêt. Le corps les reconnaît, les intègre et réagit positivement. Aujourd'hui, le Japon compte plus de 62 forêts officiellement certifiées pour la thérapie. Des médecins prescrivent des ordonnances de forêt, et le reste du monde commence lentement à copier le modèle. Voici un détail important. Troisième méthode, l'urinothérapie, pratiquée en Inde, en Chine et au Mexique. Oui, vous avez bien lu. Dans certaines parties du monde, boire sa propre urine est considéré comme une pratique de santé ancestrale. En Inde, cette pratique s'appelle Shivambu et est mentionnée dans un texte ayurvédique vieux de 5000 ans, le Shivambu Kalpavidi. Des millions de personnes en Inde pratiquent encore l'urinothérapie aujourd'hui. Certains boivent leur urine du matin à jeun, d'autres l'appliquent sur leur peau comme lotion. En Chine, des documents historiques datant de la dynastie Tang décrivent l'urine comme remède pour les blessures et les infections. Au Mexique, dans certaines communautés rurales, l'urine est utilisée pour soigner les piqûres d'insectes et les infections oculaires. Du point de vue scientifique, l'urine contient principalement de l'eau, de l'urée, des sels et des déchets métaboliques que le corps a précisément filtrés pour s'en débarrasser. Les experts médicaux sont unanimes. L'ingestion d'urine ne présente aucun bénéfice prouvé et peut être dangereuse en cas d'infection urinaire. Mais cela n'a pas empêché la pratique de perdurer. Et voici ce qui est surprenant. Quatrième méthode, la thérapie par le froid extrême pratiquée dans les pays nordiques. En Finlande, en Suède, en Norvège et en Russie, se plonger dans une eau glacée après un sauna est bien plus qu'une tradition. C'est un rituel de santé ancré dans la culture depuis des siècles. Les Finlandais ont un mot pour décrire l'état d'esprit que cela procure. Sisu, une forme de résilience intérieure et de force mentale. Mais la pratique va parfois beaucoup plus loin. Dans certaines régions de Sibérie, des adeptes se roulent littéralement dans la neige fraîche à moins 20 degrés Celsius, pieds nus, parfois en sous-vêtements, après un bain de vapeur brûlant. En Pologne, le mouvement des morses, des personnes qui nagent en eau glacée en plein hiver, compte des centaines de milliers de membres actifs. Les partisans affirment que cela renforce le cœur, active la circulation, booste le système immunitaire et améliore l'humeur grâce à la libération massive d'endorphines.
La science, elle, confirme en partie ces effets, mais les médecins rappellent que pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, le choc thermique peut être fatal. L'enthousiasme culturel, lui, ne faiblit pas. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. 5e méthode, manger de la terre, la géophagie. Dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, d'Amérique centrale et du sud des États-Unis, des personnes mangent de la terre, pas par famine, pas par désespoir, mais délibérément, comme pratique de santé. En Tanzanie, au Ghana, au Nigeria, on peut acheter sur les marchés locaux des pains d'argile emballés dans des feuilles, consommés principalement par les femmes enceintes. Pourquoi ? Parce que la tradition affirme que la terre calme les nausées, apporte des minéraux et protège le fœtus. Et curieusement, certains chercheurs ont trouvé que des argiles spécifiques contiennent effectivement du calcium, du fer, du magnésium et d'autres minéraux essentiels. Certaines argiles ont également des propriétés adsorbantes, elles capturent des toxines dans l'intestin, un peu comme le charbon actif. Mais d'autres argiles contiennent des métaux lourds, des parasites ou des bactéries pathogènes. L'Organisation mondiale de la santé considère la géophagie comme un comportement à risque, mais reconnaît simultanément sa persistance culturelle profonde. Des anthropologues ont documenté cette pratique sur tous les continents habités, ce qui suggère qu'elle est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Et ce n'est pas tout. 6e méthode. La thérapie par les sangsues, toujours vivante en Europe de l'Est et en Asie. Si vous pensez que les sangsues appartiennent à l'histoire médiévale, détrompez-vous. En Russie, en Ukraine, en Iran, en Inde et en Corée, la hirudothérapie, thérapie par les sangsues, est encore pratiquée dans des cliniques officielles et des cabinets privés. Les sangsues médicinales, Hirudo medicinalis, sécrètent lors de leur morsure une substance appelée hirudine, un puissant anticoagulant ainsi que des enzymes anti-inflammatoires et anesthésiantes. Les partisans affirment que les sangsues améliorent la circulation, dissolvent les caillots sanguins, traitent les varices, l'hypertension, les maux de tête chroniques et même les troubles sexuels. En médecine conventionnelle moderne, les sangsues sont effectivement utilisées en chirurgie reconstructive pour prévenir la nécrose des tissus après des greffes. La FDA américaine a officiellement approuvé les sangsues comme dispositif médical en 2004. Mais dans les cliniques populaires d'Europe de l'Est, on les applique sur le crâne, le ventre, le dos, les genoux, pour des dizaines de maladies différentes, avec des résultats qui varient considérablement d'un patient à l'autre. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. 7e méthode, boire du sang de serpent au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Chine, il existe une pratique ancienne consistant à boire le sang d'un cobra vivant, parfois mélangé à de l'alcool de riz. Le serpent est tué devant le client, son cœur encore battant est extrait et placé dans un verre. Puis le sang est ajouté et le tout est consommé immédiatement. Les adeptes affirment que cela augmente la virilité, la force physique, améliore la vue et renforce le système immunitaire. Dans certains restaurants spécialisés de Hanoï, cette pratique est proposée aux touristes comme attraction gastronomique médicinale. Du point de vue scientifique, le sang de serpent contient des protéines, des enzymes et des composés bioactifs dont certains font l'objet de recherches pharmacologiques. Mais aucun bénéfice médical direct n'a été démontré pour la consommation humaine dans ce contexte. Les autorités sanitaires de plusieurs pays ont tenté de restreindre cette pratique, sans grand succès. La demande, elle, reste forte. Approfondissons. 8e méthode, la thérapie par le soleil. Héliothérapie traditionnelle. Avant l'invention des antibiotiques, les médecins européens du début du XXe siècle utilisaient le soleil comme médicament. Le docteur Auguste Rollier, médecin suisse, ouvrit en 1903 un sanatorium à Lézin, en altitude dans les Alpes, où des patients atteints de tuberculose osseuse étaient exposés progressivement au soleil pendant des heures. Les résultats étaient étonnants pour l'époque. De nombreux patients guérissaient, ou du moins s'amélioraient significativement. Cette approche était adoptée dans toute l'Europe. Mais l'héliothérapie traditionnelle ne se limitait pas à l'Occident. En Inde, des textes ayurvédiques millénaires recommandent l'exposition matinale au soleil comme pratique quotidienne de santé. En Grèce antique, les temples d'Asclépios comportaient des espaces ouverts orientés vers le soleil. Aujourd'hui, la science confirme que la vitamine D synthétisée par la peau sous l'effet du soleil est essentielle pour le système immunitaire, les os et même la santé mentale.
Mais la frontière entre bénéfique et dangereux, notamment en termes de risque de mélanome, reste un sujet de débat permanent. Maintenant, faites attention. 9e méthode, la thérapie par le venin de scorpion à Cuba. Dans un contexte totalement inattendu, Cuba, un pays aux ressources pharmaceutiques limitées en raison de l'embargo américain, des scientifiques ont développé quelque chose d'extraordinaire. Le Labiopharm, un laboratoire cubain, a produit un médicament appelé Vidatox, fabriqué à partir du venin du scorpion bleu des Antilles, Rhopalurus junceus. Ce médicament est utilisé depuis les années 2000 comme traitement complémentaire contre le cancer. Des milliers de patients cubains et étrangers le consomment quotidiennement sous forme de gouttes homéopathiques. Les partisans affirment qu'il réduit la douleur, ralentit la progression tumorale et améliore la qualité de vie. Des chercheurs du monde entier se sont intéressés aux peptides contenus dans ce venin, certains montrant in vitro des propriétés antitumorales. Mais aucun essai clinique rigoureux de phase 3 n'a encore été publié. Cuba continue de le produire et de le distribuer. La controverse scientifique, elle, est totale. Puis un autre détail apparaît. 10e méthode, les ventouses ou cupping therapy. Si vous avez regardé les Jeux Olympiques de Rio en 2016, vous avez peut-être remarqué les grandes marques circulaires violettes sur le dos et les épaules du nageur Michael Phelps. C'était le résultat de ventouses, une pratique ancestrale consistant à placer des coupes chauffées sur la peau, créant une aspiration qui soulève les tissus. Cette méthode existe depuis l'Antiquité en Chine, en Égypte, en Grèce, dans le monde arabe et dans toute l'Asie centrale. En médecine traditionnelle chinoise, les ventouses sont censées activer la circulation du qi, débloquer les méridiens et expulser les toxines. En médecine arabo-islamique, la hijama, forme particulière de ventouse avec petites incisions, est mentionnée dans les hadiths du prophète Mohammed comme remède recommandé. Des millions de musulmans à travers le monde pratiquent la hijama régulièrement pour des raisons à la fois religieuses et médicales. Les preuves scientifiques restent limitées et contradictoires, mais l'explosion de popularité de cette pratique en Occident depuis 2016 est indéniable. Et voici ce qui soulève des questions. 11e méthode, le jeûne sec pratiqué en Sibérie et dans les traditions islamiques. Le jeûne sec, c'est-à-dire s'abstenir totalement de nourriture et d'eau pendant une période définie, est l'une des pratiques les plus radicales en matière de santé. En islam, le ramadan implique un jeûne sec quotidien du lever au coucher du soleil pendant un mois entier. Des centaines de millions de personnes pratiquent cela chaque année, et beaucoup témoignent d'amélioration de leur santé à l'issue du mois. Perte de poids, meilleure régulation du sucre sanguin, sensation de légèreté mentale. Mais en Sibérie, dans des communautés spirituelles et des centres de thérapie alternative, le jeûne sec pousse les limites encore plus loin. Des séjours de 3, 5, voire 7 jours sans eau ni nourriture sont proposés comme nettoyage profond de l'organisme. Nikolai Dolina, médecin russe controversé, a promu pendant des années des protocoles de jeûne sec extrême. Des adeptes rapportent des états de conscience altérés, des rémissions inexpliquées de maladies chroniques, une clarté mentale extraordinaire. Des médecins, eux, rappellent que 3 jours sans eau suffisent à provoquer des lésions rénales irréversibles. Mais il existe une autre version. 12e méthode, l'acupuncture, 5000 ans de controverse. L'acupuncture est probablement la pratique médicale alternative la plus connue au monde. Originaire de Chine, elle repose sur l'insertion de fines aiguilles en des points précis du corps, censés correspondre à des méridiens par lesquels circule l'énergie vitale, appelée qi. Des textes chinois datant de 2000 ans avant notre ère décrivent déjà ce système. Aujourd'hui, l'acupuncture est pratiquée dans 183 pays selon l'OMS, qui reconnaît son efficacité pour certaines conditions spécifiques, douleurs chroniques, nausées post-chimiothérapie, céphalées de tension. Mais la controverse scientifique reste intense. Des méta-analyses montrent que l'acupuncture est plus efficace que le placebo pour les douleurs chroniques. Mais d'autres chercheurs contestent la méthode de ces études. Le problème principal, comment concevoir un essai clinique en double aveugle pour une procédure qui implique physiquement un praticien? Des études utilisant de fausses aiguilles placées hors des méridiens montrent parfois des résultats similaires à l'acupuncture réelle. Le débat continue. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 13e méthode, la thérapie par les excréments, la transplantation fécale. Voici une pratique qui, contrairement aux autres de cette liste, est aujourd'hui officiellement reconnue par la médecine occidentale, et qui pourtant, à première vue,
paraît absolument répugnante. La transplantation de microbiote fécal consiste à introduire les matières fécales d'un donneur sain dans le côlon d'un patient malade. La logique est la suivante. Le microbiome intestinal, les billions de bactéries qui habitent nos intestins, jouent un rôle crucial dans la santé globale. Quand ce microbiome est perturbé, notamment après des traitements antibiotiques massifs, des bactéries pathogènes comme Clostridioides difficile peuvent provoquer des infections intestinales sévères, parfois mortelles. La transplantation fécale, en réintroduisant un microbiome sain, s'est avérée efficace dans plus de 90% des cas pour traiter ces infections réfractaires. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'est pas nouvelle. Des textes de médecine traditionnelle chinoise du IVe siècle décrivent déjà l'utilisation de soupe jaune, euphémisme pour bouillon de matière fécale, pour traiter les intoxications alimentaires sévères. La médecine ancienne avait empiriquement découvert ce que la science moderne confirme aujourd'hui. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. 14e méthode. Le rituel du Temazcal au Mexique. Chez les peuples indigènes du Mexique et d'Amérique centrale, Aztèques, Mayas, Mixtèques, le Temazcal est bien plus qu'un simple bain de vapeur. C'est un rituel de purification physique, mentale et spirituelle pratiqué depuis au moins 3000 ans. La structure est une petite hutte en pierre ou en adobe, en forme de dôme, représentant le ventre de la terre-mère. Des pierres chauffées au rouge sont placées au centre, et le chaman asperge ces pierres d'eau mélangée à des plantes médicinales, eucalyptus, romero, copal, créant une vapeur dense et aromatique. Les participants, nus ou en sous-vêtements, restent à l'intérieur pendant des sessions pouvant dépasser 1 heure, par vagues de chaleur intense. Les bénéfices rapportés sont multiples. Purification de la peau, soulagement des douleurs musculaires et articulaires, aide à l'accouchement pour les femmes enceintes, traitement des infections respiratoires. Des études modernes confirment que la transpiration intense active la circulation et peut aider à éliminer certains métaux lourds par la peau. Mais des accidents mortels ont eu lieu lors de Temazcal conduits par des chamans inexpérimentés, notamment par hyperthermie sévère. Passons à la suite. 15e méthode, l'alimentation à base d'insectes comme médecine préventive. Dans plus de 80 pays du monde, manger des insectes n'est pas une excentricité, c'est une pratique nutritionnelle normale. Au Mexique, les chapulines, sauterelles grillées, sont riches en protéines, en fer et en acide folique. En Thaïlande, les larves de ver à soie sautées sont vendues comme snacks de rue et sont considérées comme bénéfiques pour la peau et les cheveux. Au Japon, les fourmis des montagnes, Hachinoko, sont utilisées depuis des siècles comme remède contre les troubles digestifs et pour renforcer l'organisme des enfants débiles. En Afrique, les termites grillés sont consommés après les premières pluies dans de nombreuses communautés comme source de nutriments essentiels. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a publié un rapport majeur en 2013 confirmant que les insectes constituent une source protéique extraordinairement efficace, avec une empreinte environnementale minuscule comparée à l'élevage conventionnel. Mais en Occident, le dégoût culturel reste un obstacle psychologique massif. Pourtant, la plupart d'entre nous consomment déjà des parties d'insectes sans le savoir, dans les colorants alimentaires, certaines farines ou les épices. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 16e méthode, la marche sur les braises. Firewalking. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, aux Fidji, en Inde, en Espagne, au Japon, en Bulgarie, en Grèce, marcher pieds nus sur des braises ardentes est une pratique rituelle liée à la santé spirituelle et physique. En Inde, le rituel du Temiti est lié à la déesse Draupadi et implique des milliers de fidèles hindous chaque année. En Espagne, le village de San Pedro Manrique célèbre chaque 23 juin une tradition où des habitants marchent sur des braises, portant parfois un autre humain sur leur dos. Les participants affirment ne pas ressentir de douleur et ne pas se brûler. Comment est-ce possible? La physique donne une réponse partielle. Les braises de bois ont une conductivité thermique relativement faible et un pas rapide ne transfère que peu de chaleur à la plante du pied. Mais cela n'explique pas tout. Des accidents surviennent régulièrement. Le facteur psychologique est énorme. L'état de transe ou de concentration intense modifie la perception de la douleur.
Des psychologues ont suggéré que la synchronie physiologique entre les spectateurs et les marcheurs, mesurée par la fréquence cardiaque, suggère une forme de connexion collective qui dépasse le simple spectacle. Le détail suivant pourrait vous surprendre. 17e méthode, l'aromathérapie des forêts de pins en Russie et dans les pays baltes. En Russie et dans les pays baltes, il existe une croyance ancienne et vivace selon laquelle vivre près d'une forêt de pins ou simplement y passer du temps protège contre les maladies respiratoires, la tuberculose et renforce le système immunitaire. Ce n'est pas une simple superstition folklorique. Des sanatoriums soviétiques étaient délibérément construits en forêt de conifères. Les médecins prescrivaient des cures de forêt de pin à leurs patients tuberculeux et bronchitiques. La résine de pin et les huiles essentielles qu'elle libère, notamment le pinène et le limonène, ont des propriétés antibactériennes et antiseptiques documentées. Des expériences en laboratoire montrent que ces composés inhibent la croissance de nombreuses bactéries pathogènes et champignons. En Estonie et en Lettonie, des bains dans de l'eau infusée d'aiguilles de pin sont encore pratiqués comme remède populaire contre les rhumes, les douleurs musculaires et le stress. Les Finlandais utilisent des branches de bouleau et de pin dans leur sauna pour les mêmes raisons. La science moderne commence enfin à rattraper ce que ces cultures savaient intuitivement depuis des générations. Mais il y a une nuance. 18e méthode, le jus de jaggery et de curcuma en Inde. En Inde, dans des millions de foyers, particulièrement dans les États du Kerala, du Maharashtra et du Rajasthan, un mélange quotidien de lait chaud, de curcuma et parfois de jaggery, sucre de canne brut non raffiné, est consommé chaque matin comme préventif universel. Ce breuvage, devenu mondialement célèbre sous le nom de Golden Milk ou latte de curcuma, est en réalité une pratique ayurvédique millénaire. La curcumine, le composé actif du curcuma, est l'une des substances les plus étudiées en pharmacologie naturelle. Des centaines d'études suggèrent des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, neuroprotectrices et même potentiellement anticancéreuses. Mais il y a un problème majeur, la biodisponibilité. La curcumine est très mal absorbée par le corps humain quand elle est consommée seule. Les pratiques traditionnelles indiennes ont empiriquement résolu ce problème. Le lait apporte des graisses qui améliorent l'absorption. Et les recettes traditionnelles ajoutent souvent du poivre noir, dont la pipérine augmente l'absorption de la curcumine de 2000% selon certaines études. La sagesse populaire avait donc précédé la biochimie de plusieurs millénaires. Et voici un autre exemple. 19e méthode, la thérapie par l'eau de mer, thalassothérapie. Les Grecs anciens connaissaient les vertus de la mer. Hippocrate lui-même, au 5e siècle avant notre ère, recommandait les bains d'eau de mer comme remède contre les douleurs articulaires, les maladies de peau et la fatigue. En France, à la fin du 19e siècle, le docteur Louis Bagot a formalisé cette approche en inventant le terme thalassothérapie, du grec thalassa, la mer. Des instituts dédiés ont été créés sur la côte bretonne, puis à Biarritz, puis à travers toute l'Europe. L'eau de mer contient des concentrations élevées de magnésium, de calcium, de potassium, de sodium et d'oligo-éléments. La peau, organe semi-perméable, absorbe une partie de ces minéraux lors de bains prolongés. Des études cliniques ont montré des améliorations sur les patients souffrant de psoriasis, d'eczéma, de polyarthrite rhumatoïde et de fibromyalgie après des cures de thalassothérapie. En Israël, les bords de la mer Morte sont devenus une destination médicale mondiale. La concentration saline et minérale de cette mer unique au monde, associée à l'air riche en brome et à l'ensoleillement, offre des résultats documentés sur les maladies de peau inflammatoires. Il est temps de continuer. 20e méthode, le Qigong, la médecine en mouvement. Le Qigong est une pratique millénaire chinoise combinant mouvement lent, contrôle de la respiration et méditation. Il en existe des milliers de formes différentes, transmises de maître à élève pendant des générations. En Chine, des millions de personnes pratiquent le Qigong chaque matin dans les parcs publics. Souvent des personnes âgées, mais aussi des patients en rémission de cancer. Des hôpitaux chinois intègrent le Qigong dans leur programme de rééducation oncologique. La recherche occidentale sur le Qigong s'est intensifiée depuis les années 2000. Des méta-analyses ont trouvé des preuves de bénéfices pour la réduction de la pression artérielle, l'amélioration de l'équilibre chez les personnes âgées, la réduction de la dépression et de l'anxiété, et l'amélioration de la qualité de vie chez les patients cancéreux. Mais les mécanismes biologiques exacts restent flous. Les praticiens traditionnels parlent de circulation du qi, cette énergie vitale que la science occidentale ne peut pas mesurer directement. Les scientifiques, eux,
propose des explications basées sur la régulation du système nerveux autonome, la réduction du cortisol et l'amélioration de la circulation sanguine. Deux langages différents pour décrire peut-être le même phénomène. Ici se cache un point important. 21e méthode, la thérapie par les couleurs, la chromothérapie. Dans l'Égypte ancienne, des pièces peintes de différentes couleurs étaient utilisées comme salle de soins. Les Grecs construisaient des temples où la lumière filtrée par des pierres colorées éclairait les malades. En Inde, l'Ayurveda associe depuis des millénaires des couleurs spécifiques aux chakras et à des fonctions organiques précises. En Chine traditionnelle, 5 couleurs fondamentales correspondent aux 5 organes principaux. Au XXe siècle, la chromothérapie a connu un regain d'intérêt dans les milieux alternatifs. On expose les patients à des lampes colorées pour traiter des dépressions, des insomnies, des douleurs. La lumière bleue notamment est documentée pour son effet inhibiteur sur la mélatonine et son rôle dans la régulation du rythme circadien. La luminothérapie, utilisant des lampes à spectre complet blanc intense, est aujourd'hui reconnue scientifiquement comme traitement efficace pour le trouble affectif saisonnier. La photothérapie, exposition à des longueurs d'onde UV spécifiques, est utilisée en dermatologie pour le psoriasis et le vitiligo. La frontière entre chromothérapie pseudo-scientifique et photothérapie médicale reconnue est donc bien plus floue qu'on pourrait le croire. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. 22e méthode, le neti-pot, le nettoyage nasal à l'eau salée. En Inde du Sud, au Sri Lanka et dans toute la communauté pratiquant le yoga, le neti, nettoyage des voies nasales avec de l'eau salée tiède, versée d'une petite théière dans une narine et ressortant par l'autre, est une pratique quotidienne d'hygiène corporelle millénaire, décrite dans les textes du Hatha Yoga. Elle semble bizarre, voire repoussante aux yeux de nombreux occidentaux. Mais la science a validé ce qui était pratiqué empiriquement depuis des millénaires. Des études cliniques publiées dans des revues médicales sérieuses ont montré que les irrigations nasales salines réduisent significativement les symptômes de rhinite chronique, de sinusite, d'allergie et d'infection respiratoire. Elles améliorent la clairance mucociliaire, c'est-à-dire la capacité des cils de l'épithélium nasal à évacuer les agents pathogènes. Des médecins ORL en Europe et aux États-Unis recommandent désormais régulièrement ce rinçage nasal. Des millions de personnes dans des pays développés utilisent des solutions salines nasales sans réaliser qu'elles reproduisent une pratique yogi vieille de 2000 ans. Il y a une suite. 23e méthode, la diète crudivore des Amérindiens des plaines. Certaines tribus amérindiennes des grandes plaines d'Amérique du Nord, notamment les Sioux et les Cheyennes, avaient une pratique alimentaire qui choque les sensibilités modernes. Consommer certains organes d'animaux fraîchement tués, foie, reins, glandes surrénales, crus et chauds, immédiatement après la chasse. Cette pratique n'était pas simplement rituelle, elle était stratégiquement nutritionnelle. Le foie cru d'un bison contient des quantités massives de vitamine B, de vitamine A, de fer hautement biodisponible et d'enzymes. Certaines glandes surrénales contiennent des niveaux extraordinaires de vitamine C, nutriments absents dans une alimentation principalement carnée. La cuisson détruisant une partie de ces nutriments thermosensibles, le cru permettait d'en préserver l'intégralité. Des explorateurs européens qui adoptèrent temporairement ce régime rapportèrent une énergie physique remarquable et une absence totale de scorbut, maladie fréquente chez leurs compatriotes nourris de biscuits secs. Aujourd'hui, des courants marginaux appelés raw meat ou alimentation carnivore crue reprennent ces idées, non sans danger. La contamination bactérienne des viandes modernes d'élevage est un risque très réel. Et maintenant, un fait rarement évoqué. 24e méthode, les bains de boue volcanique. En Colombie, à Cartagena, se trouve Volcán del Totumo, un volcan de boue unique au monde où des visiteurs paient pour se baigner dans une boue volcanique tiède et minérale. Mais cette pratique dépasse largement la Colombie. En Azerbaïdjan, les volcans de boue de la péninsule d'Absheron sont utilisés depuis des siècles par les populations locales comme remède contre les douleurs articulaires et les maladies de peau. En Islande, le Blue Lagoon attire des millions de touristes attirés par ses eaux géothermales riches en silice et en soufre. En Italie, les fanghi, bains de boue thérapeutiques de la région de Toscane, sont prescrits par des médecins pour la rhumatologie et la dermatologie. La boue volcanique contient des minéraux qui, par absorption cutanée, peuvent réduire l'inflammation. La chaleur de la boue dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation locale. Des études balnéologiques
La science des cures thermales documente des améliorations mesurables pour l'ostéoarthrite, le psoriasis et les douleurs musculaires chroniques après des cures régulières. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 25e méthode, la thérapie par le rire, gelotologie. Au Japon, en Inde et aux États-Unis, des clubs du rire se réunissent chaque matin dans les parcs publics pour rire ensemble, de façon totalement artificielle et intentionnelle, pendant 20 à 30 minutes. Cette pratique, appelée l'after yoga ou yoga du rire, a été créée par le médecin indien Madan Kataria en 1995 à Mumbai, et s'est depuis répandue dans plus de 100 pays avec des milliers de clubs actifs. L'idée peut sembler absurde, rire sans raison, de façon forcée. Mais la physiologie ne distingue pas entre rire authentique et rire simulé. Les deux déclenchent la libération d'endorphines, réduisent le cortisol et l'adrénaline, augmentent la production d'immunoglobulines salivaires, ces anticorps qui défendent les voies respiratoires. Le cardiologue américain William Fry a consacré des décennies à étudier les effets physiologiques du rire, documentant ses bénéfices cardiovasculaires. Des expériences menées dans des hôpitaux ont montré que des clowns thérapeutiques réduisent significativement la consommation d'antidouleurs post-opératoires chez les patients. Le rire comme médicament. Voilà peut-être la méthode la plus simple et la plus universellement accessible de cette liste. Et puis, un retournement inattendu. 26e méthode, le earthing ou grounding. Marcher pieds nus sur la terre. Une pratique récente dans le monde alternatif occidental, mais ancestrale dans toutes les cultures traditionnelles. Le earthing, ou mise à la terre, consiste à marcher pieds nus sur la terre, l'herbe, le sable ou l'eau, des surfaces conductrices d'électricité. La théorie est la suivante. La surface de la Terre est chargée négativement et baigne dans un flux continu d'électrons libres. Lorsque nous marchons pieds nus, ces électrons pénètrent dans le corps et neutralisent les radicaux libres, espèces moléculaires réactives impliquées dans l'inflammation chronique et le vieillissement cellulaire. Des études préliminaires publiées dans le Journal of Environmental and Public Health ont montré des effets sur la réduction de l'inflammation, l'amélioration de la qualité du sommeil, la réduction de la douleur et de la viscosité sanguine. Les critiques scientifiques soulignent que ces études sont petites, souvent mal contrôlées, et que les mécanismes proposés restent spéculatifs. Mais une chose est certaine, dans toutes les cultures non industrielles de la planète, les humains ont marché pieds nus sur la Terre pendant des millions d'années. Le fait que cela puisse avoir des effets physiologiques n'est pas absurde en soi. Ce moment change tout. 27e méthode, la diète à base de fermentation. Kimchi et kéfir comme médicaments préventifs. En Corée du Sud, le kimchi, légume fermenté dans une pâte épicée, est consommé à chaque repas, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. La Corée du Sud a l'une des espérances de vie les plus élevées d'Asie. Est-ce une coïncidence? Dans le Caucase, Géorgie, Arménie, région de Russie, le kéfir, boisson de lait fermenté riche en bactéries probiotiques, est consommé quotidiennement depuis des millénaires. Les populations du Caucase ont historiquement des taux exceptionnels de longévité, certaines régions affichant des concentrations de centenaires remarquables. Elie Metchnikov, biologiste russe, prix Nobel de médecine en 1908, fut l'un des premiers scientifiques modernes à proposer que la santé intestinale était directement liée à la longévité. Et il attribua la longévité des Caucasiens à leur consommation de lait fermenté. Un siècle plus tard, la révolution du microbiome a confirmé et considérablement étendu ses intuitions. Des milliers d'études documentent maintenant le lien entre diversité du microbiome intestinal, immunité, santé mentale, inflammation chronique et longévité. La fermentation traditionnelle, pratiquée intuitivement pendant des millénaires, était une forme de pharmacologie populaire parfaitement fondée. Examinons le point suivant. 28e méthode, le jeûne intermittent chez les Okinawaïens. L'île d'Okinawa au Japon est l'une des 5 zones bleues de la planète, des régions où la concentration de centenaires est anormalement élevée. Les Okinawaïens ont un proverbe, Hara Hachi Bu, qui signifie « mange jusqu'à être rassasié à 80%. » Cette règle culturelle ancestrale est appliquée à chaque repas depuis des générations. Il s'agit en réalité d'une forme de restriction calorique douce et continue. Les habitants consomment en moyenne 20% de calories de moins que les Japonais de l'île principale. Des recherches en biogérontologie ont montré que la restriction calorique est l'un des mécanismes les plus robustes pour augmenter la durée de vie chez de nombreux organismes, des vers nématodes aux primates.
Chez les humains, des études sur des populations pratiquant la restriction calorique volontaire montrent des marqueurs biologiques de vieillissement ralenti, une réduction des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Le jeûne intermittent moderne, largement popularisé en Occident dans les années 2010, reprend en réalité un principe que les Okinawaïens appliquent culturellement depuis des siècles. La sagesse précédait la science, encore une fois. Avançons. 29e méthode. La thérapie par les sons, bol tibétain et mantra. Dans les monastères tibétains et népalais, des bols en métal, généralement en alliage de 7 métaux, sont frappés et frottés pour produire des sons riches en harmoniques. Ces bols sont utilisés depuis des siècles dans la méditation, les rituels de guérison et les cérémonies funèbres bouddhistes. En Inde, les mantras, syllabes ou phrases répétées rythmiquement, sont utilisés non seulement comme pratique spirituelle, mais comme thérapie sonore. La vibration de l'Om est considérée comme la vibration fondamentale de l'univers. Du point de vue scientifique, le son et la vibration ont des effets mesurables sur le corps. Des études ont montré que les fréquences des bols tibétains induisent des ondes cérébrales alpha et θ associées à des états de relaxation profonde et de conscience créative. La musicothérapie est aujourd'hui une discipline reconnue, utilisée dans les soins palliatifs, la rééducation après accident vasculaire cérébral et le traitement de la démence. La résonance vibratoire peut également avoir des effets mécaniques directs sur les cellules, un domaine de recherche appelé sonophorèse. Ce que les moines tibétains savaient instinctivement, les neuroacousticiens commencent à quantifier. Maintenant, ce qui est souvent caché. 30e méthode, les bains de vapeur rituels mayas, le temazcal contemporain. Nous avons déjà évoqué le temazcal mexicain, mais dans les communautés mayas du Guatemala et du Belize, une version encore plus codifiée de cette pratique survit dans un contexte médical concret. Les sages-femmes mayas, les comadronas, utilisent le baño des vapors pour accompagner les femmes pendant la grossesse et l'accouchement depuis des millénaires. Les herbes médicinales locales, manzanilla, romero, ruda, albahaca, sont sélectionnées selon les symptômes spécifiques de la patiente. La vapeur aromatisée est censée détendre les muscles utérins, réduire la douleur, stimuler la circulation et préparer le col de l'utérus. Des études ethnobotaniques menées par l'Université du Texas ont documenté ces pratiques et trouvé que plusieurs des herbes utilisées contiennent effectivement des composés aux propriétés utérotoniques et analgésiques. Le système médical maya survivant est un exemple fascinant de pharmacologie empirique développée sur des millénaires d'observations cliniques, sans laboratoire, sans molécules isolées, mais avec une précision remarquable. Et voici un autre exemple. 31e méthode, le jeûne spirituel des Amérindiens, la quête de vision. Chez de nombreux peuples amérindiens, Sioux, Lakota, Ojibwe, Crow, la Vision Quest ou quête de vision est un rite de passage fondamental. Un jeune homme ou une jeune femme part seul dans la nature sauvage pendant 3 à 4 jours, sans nourriture ni eau, pour chercher une vision spirituelle directrice. Physiquement, ce jeûne prolongé déclenche une série de changements biochimiques profonds dans le corps. Épuisement des réserves de glycogène, activation de la cétogénèse, libération massive d'hormones de stress suivie d'un état de calme physiologique profond, augmentation de la sensibilité sensorielle. L'isolement sensoriel, combiné à la privation alimentaire, produit des états altérés de conscience, hallucinations, visions, insights, qui sont universellement documentés dans les traditions spirituelles du monde entier. Des neuroscientifiques modernes étudient ces états comme fenêtres sur le fonctionnement du cerveau non ordinaire. Des thérapies modernes, comme la thérapie par le jeûne, combinée à la méditation dans la nature, reprennent, sans le nommer ainsi, le principe de la Vision Quest. Et puis, un retournement inattendu. 32e méthode, l'alimentation macrobiotique au Japon. La macrobiotique n'est pas une invention hippie des années 60. Ses racines sont profondes dans la philosophie taoïste chinoise et bouddhiste japonaise. George Osawa, philosophe japonais du début du XXe siècle, a formalisé le système macrobiotique en s'appuyant sur des concepts médicaux traditionnels japonais remontant à plusieurs siècles. Le principe central est l'équilibre entre aliments yin et yang, une diète basée sur des céréales complètes, des légumes de saison, des algues, des légumineuses et des aliments fermentés, avec une attention particulière à la saisonnalité et à la localité des ingrédients. Des études ont montré que des populations japonaises rurales dont l'alimentation se rapproche de ce modèle, notamment dans les zones bleues comme Okinawa,
présentent des taux dramatiquement inférieurs de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancers hormonodépendants comparés aux populations occidentales. En France, des médecins comme le docteur Jean Seignalé ont documenté des rémissions de maladies auto-immunes chroniques chez des patients ayant adopté ce type d'alimentation. Mais les preuves cliniques contrôlées restent rares et fragmentaires. Et voici ce qui soulève des questions. 33e méthode. La prière et la méditation comme thérapie. L'effet documenté de la foi sur la guérison. Voici la méthode la plus universelle de toutes. Dans toutes les cultures humaines connues, à toutes les époques de l'histoire, les humains ont utilisé la prière, le rituel religieux et la méditation pour tenter de guérir les maladies. Des chamans sibériens aux guérisseurs brésiliens, des pèlerins de Lourdes aux fidèles en séjour dans les temples de guérison hindous, la croyance que la foi peut guérir est universelle et transhistorique. Est-ce simplement de la superstition ? La science dit « pas entièrement ». Des centaines d'études ont documenté l'effet placebo, peut-être le phénomène le plus puissant et le plus mal compris de toute la médecine. Des placebos peuvent réduire des douleurs chroniques, modifier la chimie cérébrale, améliorer des symptômes objectivement mesurables de maladies chroniques. La méditation de pleine conscience, mindfulness, est aujourd'hui prescrite dans des cliniques de l'OMS et enseignée dans des hôpitaux universitaires pour réduire l'anxiété, la dépression et les douleurs chroniques. Des études de neuroimagerie montrent que la méditation modifie physiquement la structure du cerveau. Épaississement du cortex préfrontal, réduction de l'amygdale. Herbert Benson, cardiologue de Harvard, a documenté dès les années 70 ce qu'il appelait la relaxation response, un état physiologique opposé à la réponse au stress, déclenché par la méditation ou la prière répétitive. La foi guérit-elle vraiment ? Peut-être pas de la façon dont ses pratiquants le croient. Mais l'état physiologique qu'elle induit a des effets mesurables et réels. Voilà 33 méthodes folles pour rester en bonne santé, pratiquées à travers le monde. Ce qui reste frappant, quand on les parcourt toutes, c'est à quel point la frontière entre superstition et science est mouvante. Des pratiques rejetées pendant des décennies comme médecine de grand-mère, la fermentation, les bains de forêt, le rinçage nasal, la restriction calorique, ont été validées par des recherches sérieuses. D'autres, l'urinothérapie, le jeûne sec extrême, certaines formes de chromothérapie, manquent encore de preuves solides et présentent des risques réels. Certaines méthodes, comme la transplantation fécale, sont passées directement de la médecine traditionnelle ancienne au protocole des hôpitaux universitaires du XXIe siècle. Ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui ne signifie pas nécessairement que c'est inefficace. Cela peut simplement signifier que la science n'a pas encore les outils pour le mesurer. Et ce qui est validé aujourd'hui peut demain être nuancé, corrigé ou contredit. La médecine, comme toute science, est un processus, pas une vérité figée. Ce qui demeure, c'est cette constante universelle. Partout dans le monde, les humains ont toujours cherché à comprendre, à soigner et à vivre plus longtemps. Et parfois, ils prouvaient quelque chose de vrai, sans savoir exactement pourquoi.